Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Et aujourd'hui, c'est la Drôme Classique, la Faune Drôme Classique, même si on dit correctement le nom de cette épreuve. On va revenir bien entendu sur le palmarès, le parcours, la liste de départ, mes favoris. Puis je vous donnerai également le programme télé de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire eh bien, qui sont vos favoris pour cette course, qui vous voyez être performant dans cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Ça se passe dans les commentaires et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment cyclisme, biathlon, ça va reprendre. Il y aura le Vendée Globe également, le tournoi destination. Enfin voilà encore un programme chargé dans le mois de mars qui arrive, et notamment toutes ces classiques flandriennes. Paris-Nice, Tirreno également, le Tour de Catalogne. Enfin voilà, il y a encore pas mal de contenu qui va arriver. Allez, on commence tout de suite par cette vidéo avec la Drôme Classique. Alors, la Drôme Classique, c'est moins dur que l'Ardèche Classique, hein, on va pas se mentir. Il y en a une qui est un peu plus compliquée que l'autre. L'Ardèche Classique est plus dur pour moi que la Drôme Classique, avec notamment ce Val d'Enfer. Ça reste quand même une course intéressante, surtout contrairement à la veille. Là, on a une arrivée en pente aussi, il faut l'avoir en tête. Et puis, je rappelle, on repère tout simplement les prochains championnats d'Europe, voire j'ai une théorie que ça va peut-être devenir bientôt des championnats du monde au rythme où ça va. Parce que déjà que certaines sélections n'étaient pas chaudes pour leur Wanda, je suis pas sûr qu'en ce moment la situation dans le pays va pas commencer à les faire gueuler. Autant vous dire que s'il y a la moitié des sélections qui se pointent pas, ça va être compliqué de faire un championnat du monde là-haut. Ah, après, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, David Lepartien n'était pas au courant. En termes d'incompétence, on se met à quel niveau du côté de David Lapartien? Tu ouvrais Twitter, tu le voyais. C'est-à-dire que soit il n'a pas Twitter, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu as du temps pour regarder, lire la presse écrite normalement. Puis il n'y a personne dans son équipe pour le prévenir, quoi, pour lui envoyer un petit SMS. Ou soit il veut pas être en hors forfait comme Anne Hidalgo, je ne sais pas. C'est extraordinaire. David Lapartien de pire en pire. Et bon, quand on aura un vrai président à l'UCI, quoi, c'est quand même une question qu'on se pose. De plus en plus. Mais ça va être un parcours qu'il va falloir repérer, forcément, parce que les championnats d'Europe, certains les veulent. Et puis, de toute manière, bah, quand on fait l'Ardèche, on fait la Drôme. C'est rare quand on fait l'une pas l'autre. Alors, il y en a quelques-uns qui vont faire que l'une des deux. Notamment, Romain Grégoire ne fait pas la Drôme, par exemple. Mais en gros, tu fais l'un, tu fais l'autre, parce que n'y a pas vraiment d'intérêt à n'en faire qu'une. Ça permet de faire 2 jours de course. Bon, parfois, voilà, sur une, tu vas être leader, sur l'autre, tu vas être équipier, mais il y a un intérêt à faire les deux, notamment en termes de kilométrage, pour rentabiliser le voyage dans cette région que l'on retrouvera également du côté de Paris-Nice, hein, parce que c'est toujours un coin... On n'est jamais très loin du côté de Paris-Nice. Alors cette Drôme Classique, ça ressemble plus à une Amstel. Dans l'idée, on a des montées qui sont très courtes mais très pentues. C'est des petits radars de entre, j'irais, 700 mètres et 1,5 km. Il y a une seule difficulté qui est un petit peu plus longue, qui fait 4-5 km. C'est très pentu et on a une arrivée en bosse, donc ça peut faire un final punchy. Notamment l'an dernier, Marc Hirschi voilà, avait réussi à s'en sortir comme ça. C'est une course qui convient vraiment aux punchers. Et n'oublions pas également les sprinters qui passent extrêmement bien les bosses sur ce type de parcours. Mais il faut quand même des qualités de puncher. Et puis il va falloir quand même encaisser les difficultés de la dernière heure et demie de course. Parce que c'est surtout là où vont se concentrer les difficultés de la fin de parcours. Pardon, on va y arriver. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette édition. Alors, on va pas faire de détails sur les différentes montées, parce que là, c'est un petit peu moins intéressant. Vous voyez, c'est vraiment des radars assez courts. Ça commence dès le début de journée avec une première boucle que l'on prendra à 2 reprises, avec le mur d'Heure, 800 mètres à 7,5%, enchaîné avec le mur d'Alex
et surtout le plateau du Soulier. Le mur d'Alex est 800 mètres à 7,6%, côte que l'on retrouvera à plusieurs reprises, à 4 reprises même sur le parcours. Et puis le plateau du Soulier que l'on va reprendre également à 3 reprises cette montée, eh bien 500 mètres à 6,4%. Fin de cette première boucle de 42 km et on rattaque une deuxième fois cette boucle. Et à partir de ce moment-là, on aura de nouveau le passage avec le mur d'Eure, le mur d'Alex, le plateau du Soulier et on retrouve donc la Côte Chaude qui est la ligne d'arrivée de ce final. 500 mètres à 6,8%, la ligne d'arrivée. Et puis on fait donc un troisième tour, et là, ce tour, c'est une grande boucle. Boucle qui va commencer par le mur d'Eure, avec le mur d'Alex, ça sera au kilomètre 118 et au kilomètre 127,5, donc on sera encore à 80 km de l'arrivée. Et puis on attaque ensuite les deux montées les plus longues de la journée, c'est-à-dire le col de Tartequille, 3 km 4 à 4,7 de moyenne, et surtout le col de la grande limite, 4 km 6 à 6,1 de moyenne. C'est le sommet de cette édition, on sera à 500 mètres d'altitude, c'est pas très haut, mais encore une fois, ça arrive dans la dernière heure et demie de course, donc il faut l'encaisser. Et puis ensuite, quand on arrive au col de la grande limite, là on est dans la dernière heure de course. Et cette dernière heure de course, elle va commencer avec cette côte des Robert, 1 km 6 à 8% de moyenne, à 37 km de l'arrivée. Enchaîné avec la côte de Grane, 1 km 7 à 5,6%. La côte de Grane, c'est à 30 km de l'arrivée. La côte des Robert, c'est à 37, oui voilà, 30 km de l'arrivée. La côte de Grane, je vais y arriver. Nouveau passage par le mur d'Alex, 800 mètres à 7,8%. Là, on sera à 25 km de l'arrivée, moins de 25 km de l'arrivée. À 20 km de l'arrivée, le passage du plateau du Soulier. Et puis ensuite, pendant une quinzaine de kilomètres, on sera sur du plat et ça sera la grosse bagarre sur des routes parfois étroite et tortueuse pour arriver jusqu'à Étoile-sur-Rhône avec cette arrivée finale 500 mètres à 6,8%. On regarde la météo du côté de cette journée, et bien là encore de la chance. Pas de pluie du côté du parcours de cette édition, même un grand soleil sur la course avec des températures aux alentours de 10 degrés. Mais là encore, le ressenti sera plus faible, encore à cause de ce fameux vent de nord qui va marquer la journée de samedi, mais également la journée de dimanche, un vent assez fort avec entre 30 et 45 km/h, ce qui pourrait avoir un impact sur la course plus que la veille. Pourquoi? Parce que 30-45 km/h, Étoile-sur-Rhône c'est ici, donc forcément la grande boucle va être impactée par ce vent de nord, et ça il va falloir le prendre en compte. Avec cette grande boucle, notamment sur la première partie où ça devrait fuser pas mal, et notamment sur le passage du mur d'Alex dans la grande boucle, ça devrait faire mal. Par contre, sur la fin, vous voyez, la ligne d'arrivée finale, elle sera vent de face. Ça pourra avoir un impact en cas de sprint. Enfin, de sprint en petit comité, de sprint à 2 ou à 3. Du côté du palmarès de cette épreuve, eh bien c'est une épreuve récente, première édition en fait 2014 chez les professionnels, à l'époque remportée par un certain Romain Bardet qui, je suis en train de m'étouffer, qui au final ne sera pas au départ de ce week-end. Il pouvait être au départ mais il a décidé de ne pas être au départ. Il y a eu beaucoup d'atermoiements sur la participation de Romain Bardet sur cette épreuve, et ça devait être l'une de ses premières victoires, Romain Bardet, en 2014, devant Sébastien Delfosse et Gianni Mersman. Dumoulin a remporté l'épreuve en 2015, puis Plett-Vakoch en 2016, Sébastien Delfosse s'imposait enfin en 2017. Du côté de cette épreuve, Calmejane gagné en 2018, Huy Hermos 2019, Simon Clark en 2020, devant Warren Barguil, Badjoli a remporté la course en 2021 devant Impey et Honoré. Vingegaard battait Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy en 2022. Anthony Perez gagné face à Rui Costa et Andrea Badjoli dans une édition en 2023 marquée par des bourrasques de vent pendant toute la journée. Il était parti de loin un jour-là, Anthony Perez, peut-être la plus belle victoire au palmarès d'Anthony Perez. Et puis en 2024, c'était Marc Hirschi qui s'imposait devant Juan Ayuso et Maxime Van Gils.
Sébastien Delfosse, qui aujourd'hui est à la retraite. Sébastien Delfosse, coureur de Wallonie-Bruxelles, par exemple, quand il s'était imposé sur cette épreuve, c'était chez Wallonie-Bruxelles. Puis maintenant, il n'a pas couru depuis quelques années, quand même, Sébastien Delfosse. Oui, voilà, c'était 2018, sa retraite, à l'époque, où il a pris sa retraite déjà dans cette formation au Wallonie-Bruxelles. À l'époque de ce coureur, Sébastien Delfosse, qui avait eu des résultats sur la Polynormande, sur le Tour du Luxembourg. Il avait gagné également en Rundunkeln à l'époque, chez Crélan Euphonie, qui était une équipe à l'époque de 2e division, Crélan Euphonie, qui s'est arrêté la même année. Voilà, où il y avait qui dans cette équipe? Frédéric Amorisson, par exemple, Amorisson. Sven Nys, le père de Thibaut. Et puis Nys, comme ça. Et puis Maxime Vantôme également, ou Sven Vantorenhout était également dans cette formation, qui avait également des coureurs, comme vous pouvez le voir, de cyclocross. On regarde tout de suite la liste de départ. Je vais vous la mettre à l'écran. Hop là! La liste de départ, la Tudor sera là avec le vainqueur en titre Marc Hirschi qui portera le dossard numéro 1. Yanis Voisard sera là avec Roland Talman. Du côté de la UAE, on revient avec la même équipe, c'est-à-dire Ayuso, McNulty, Kristen Del Toro, notamment Igor Arieta aussi. Du côté de la Visma Leasebike, Walter sera là avec Zinglé et Autebrook. Ça pourrait convenir à Zinglé peut-être. Est-ce qu'il arrivera à passer les bosses? C'est la grande question. Soudal viendra avec Garofoli, Van Wilder, Paré Peintre et Louis Vervaque. Ils devront attaquer de loin. La Lidl Trek partira avec Skielmose, Goggenhardt ou encore Andrea Bajoli. Du côté de la groupe FDJ, on part avec Valentin Madoise, Guillaume Martin, mais pas de Romain Grégoire, ça sera Rémi Cavagna. Et puis la Lotto part avec Jonas Gregart et Henri Van Den Abele. Du côté de la Décathlon AG2R, Louis Chalel sera au départ, Dorian Godon, Bastien Tronjon et Victor Lafay. Mais on part aussi avec des jeunes, notamment Noah Isidore ou Baroumi, le Suisse, qui doit être dans l'équipe de développement. L'AEF part avec Carapaz, Eli ou encore Cepeda. La Movistar avec Henrik Mas de nouveau et Javier Rogo et Pelayo Sanchez. Du côté de l'Intermarché, on part avec Louis Mentis et Louis Barré. Du côté de la Team Picnic Postenel, Kevin Vermarque et Warren Barguil. Du côté de la Cofidis, on part avec Alex Arambourou, Rezus Herrada ou encore Anthony Perez, ancien vainqueur de l'épreuve. La Arkea vient avec Clément Venturini, Garcia, Pierna. Du côté de la XS Astana, Fortuneto, Champoussin ou encore Scaroni. Du côté de la Israel Woods, Strong ou encore Richie Tello. La Total Energy avec Jordan Gegat, Pierre Latour et Alexandre Delette. La Q36 avec Badilati ou Milan Vader et Michael Asparen. Du côté de la Unibet, on vient avec Giovanni Carboni, Odd Christian et King. Du côté de Saint-Michel Préférence Home, Aubert 93, donc Van Niekerk, Didiane Corkery et Romain Cardis. Du côté de la Vandrizel, Rémi Capron ou encore Célestin Guyon. Et puis à la CIC avec Axel Mario, Maël Guégan notamment, et Yael Joalan. Et puis la Nice Métropole avec Yako Haninen, Damien Gérard ou encore André Amissu, donc la même équipe que la veille. Du côté de la stratégie de cette épreuve, c'est simple, du côté de la stratégie, il va falloir faire attention au vent dans les portions de plaine. Ça va être vraiment obligatoire de faire attention au vent. Et puis dans un premier temps, ça va être une course à élimination, c'est-à-dire que les plus faibles vont être éliminés. Puis c'est dans les 40 derniers kilomètres où les leaders vont s'isoler au fur et à mesure. Et dans cette fameuse portion de 20 km de plat, là on peut tenter soit de s'isoler un petit peu avant et pourquoi pas ne pas avoir de retour derrière, soit essayer d'attaquer dans cette portion-là pour prendre un petit peu d'avance dans la montée finale. Et puis sinon, on aura un petit groupe qui se bagarrera pour la gagne en haut d'Étoile-sur-Rhône. Les favoris
mes favoris pour cette épreuve. Eh bien, je commence avec Juan Ayuso. Oui, la veille, je ne l'ai pas mis parmi mes favoris, mais c'est son premier jour de course. Là, ça sera peut-être plus intéressant pour lui avec un petit peu plus de course dans les pattes. Marc Hirschi, bah oui, hein, on sait que c'est des parcours qui lui conviennent parfaitement. McNulty, c'est un coureur puissance. Il peut profiter du fameux ogre à plusieurs têtes qu'aura la UAE, ce qui peut être intéressant pour lui. Skelmose, grosse pointe de vitesse. Sur une arrivée comme ça, voilà, pas facile de le battre, Skelmose, le Danois, et je pense qu'il sera plus en forme que l'an dernier. Les coureurs à suivre, Paul Lapera, le champion de France, il sait que c'est un parcours qui peut lui convenir aujourd'hui, même s'il est tombé malade, je pense qu'il aura envie de bien faire. Cepeda, oui, bah c'est vrai que ça me semble correspondre plus à ses qualités qu'à Carapaz. Et Ben Eli, bon, on ne sait pas trop où il en est pour le moment, Ben Eli, donc je tente Cepeda, vers Marqueux, avec Vandenbroek, ce sont deux coureurs que j'aime bien. Alex Aramburu, là aussi, hein, on est sur le même profil que Lapera avec une bonne pointe de vitesse et lui, il est capable vraiment de vraiment bien rivaliser. Et puis Clément Champoussin, qui est capable de s'en sortir dans des arrivées en petit comité. Et puis avec la dynamique qu'a en ce moment l'Astana, ça peut être pas mal du tout. Du côté de cette formation, le programme télé, eh bien c'est très simple. Départ fictif, enfin la chaîne d'équipe, pardon, ça sera à 14h, voilà, pour le programme. Et un départ qui doit être aux alentours de midi, voilà, pour la course, pour ceux qui veulent être sur place. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un super thanks. Nous, on se retrouve donc, je pense, lundi pour le débrief de cette course. Je pense que j'aurai pas le temps de le faire dimanche, donc ça sera plutôt lundi. Et puis, bah, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.